Au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Et le 6, à moins de 3 ans. Cette fois-ci, ce n'est plus le Sahel, mais le Gabon du côté de l'Afrique centrale. Le général Oligui Nguema Brice a été désigné à l'unanimité président du comité pour la transition et la restauration des institutions. Président de la transition. Que se passe-t-il en Afrique? Que se passe-t-il précisément en Afrique francophone? Nouveau putsch donc. Le deuxième en à peine un mois, le 5e en moins de 3 ans. La Guinée, le Mali, le Burkina, le Niger et depuis ce matin le Gabon. Oui, le Gabon. Le Gabon, c'est l'emblème de la France-Afrique dans l'esprit de tous. Avec la dynastie Bongo, ça paraissait presque une enclave intouchable. Il y a une épidémie de putsch. Eh oui, une épidémie tellement contagieuse que chaque chef d'État africain francophone regarde désormais ses militaires, ses forces de défense et de sécurité avec une certaine méfiance. Donc la question qui va se poser, est-ce qu'on a chassé Ali Bongo ou bien on a donné un signal aux autres nations autour? C'est vrai que ce putsch va priver la plupart des dirigeants francophones de sommeil. Si vous voyez au niveau de la CEDEAO, les problèmes, c'est dans les pays francophones. C'est dans les anciennes colonies françaises qu'il y a les problèmes. Vient maintenant s'ajouter le Gabon, territoire d'Afrique centrale où Paris a conservé une forte influence. Le pont avancé de la France-Afrique. Désormais sur les réseaux sociaux, c'est l'heure des pronostics. Qui sera le prochain à tomber? Ou est-ce que les militaires chasseront les régimes démocratiquement élus? Ça va mal se finir. Ouais. Moi, je vous fiche mon billet que d'ici à la fin du quinquennat du président Macron, il va y avoir encore des pays qui vont tomber, des régimes qui vont tomber. Vous pensez à qui? Le Cameroun de Paul Biya, voilà. Le Congo-Brazzaville de Sassou Nguesso, par exemple. Et peut-être encore, et le Tchad où il peut y avoir encore du mouvement. Moi, j'aimerais être dans la tête des autres pays du bassin du Congo. Que de spéculations, on joue les prophètes. Chacun voit bien que nous sommes confrontés à une réalité dans la sphère francophone qui est très sérieuse. Un mal profond dont il faut vite définir les contours pour le soigner. Les condamnations et les sanctions à géométrie variable ne suffisant pas. Nous vivons avec les coups d'État. Les coups d'État font partie de nos agendas politiques. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir et croire que parce qu'on a élevé la voix et qu'on dit qu'on va aller envahir le Niger militairement, on va mettre fin au coup d'État. C'est faux. Les menaces contre les putschs ne produisent aucun effet. Elles ne dissuadent personne. On dirait même que ça les amuse dans les casernes. On pourrait presque en rire si ça n'était pas aussi grave. Et vous convenez avec moi que l'argument de la propagande russe, qui exciterait la soldatesque et les jeunes Africains, rencontre ici sa limite. Personne ne peut y croire. Déjà à Niamey, qui est mon autre pays, je n'avais jamais croisé de Russes. Mais à Libreville, qui a des allures de province française, j'ai du mal à voir dans l'action du nouvel homme fort l'influence de Moscou. Comme disait l'ancien président ghanéen, Jerry John Rawlings, quand le peuple est écrasé par ses dirigeants, avec la complicité des juges, c'est l'armée qui lui rend sa liberté et sa dignité. Les jeunes qui descendent dans la rue aujourd'hui ne sont plus si malléables. Ils ont une vraie conscience politique et sont décidés à changer la donne. C'est cette propension à les traiter avec le même mépris que leurs aînés qui amène cette révolte. On est prêt à donner nos sangs, nos sueurs et même nos vies pour la survie de notre pays. Donc, c'est des intimidations. On n'a plus peur. Vous voyez, chaque jour que Dieu fait, c'est des mobilisations. C'est-à-dire, le peuple du Niger est conscient de la présence de l'armée française. Ils n'ont pas de résultats. Chaque jour que Dieu fait, c'est des attaques. Mais la CEDEAO était où quand on tuait nos frères et nos sœurs sur le front? Ils étaient restés mieux. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Le soutien populaire apporté à ce 6e putsch, donc 5 en zone francophone. La population dans la rue a même célébré en scandant « Liberté, liberté, liberté ». Pas de drapeau russe. Probablement les tailleurs pris de court n'ont pas eu le temps d'en confectionner. Le seul putsch finalement qui n'aura pas suscité le soutien populaire
est celui boutiqué par Paris, celui du Tchad, que le président nigérien déchu Mohamed Bazoum nous justifiait ainsi. Si c'est la Constitution dans sa lettre qui devait être appliquée, il y avait des risques que ce pays, qui constitue un pôle de stabilité dans notre zone, bascule aussi dans l'instabilité. Même si nous devrions considérer qu'il s'est agi d'un coup d'État, la raison commande que nous fassions le pari que, à la faveur de cette transition pour laquelle nous avons exprimé notre point de vue et demandé de faire les choses conformément à un certain nombre d'objectifs qui nous ont été promis et sur lesquels nous sommes en train de marcher, qu'on envisage donc une transition qui permette un dialogue et qui fasse en sorte que le Tchad ait peut-être un nouveau départ. C'est le pari que nous avons fait pour la stabilité de notre région. Nous aurions pu être très à l'aise pour dire que c'est un coup d'État, nous le condamnons, et après, qui va faire face aux colonnes des rebelles? Et si elles venaient jusqu'à N'Djamena et qu'il y a une guerre civile, quels vont en être les résultats? Qui va appliquer la Constitution en ce moment? Quelle est la modalité de l'application de la Constitution? C'est autant de questions complexes que nous nous sommes posées et qui ont présidé à notre décision de dire on fait le pari avec les militaires et c'est le travail de suivi que fait l'Union africaine aujourd'hui. Celui-là était donc le bon coup d'État, le putsch utile, quoi. Celui que la communauté internationale, je voulais dire, la France soutenait. Mais celui dont les Tchadiens, eux, ne voulaient pas. Et puis il y a eu celui du Gabon, celui que l'on n'attendait pas, qui arrange un peu. Ici, la condamnation est moins franche, elle est de principe. La France condamne le coup d'État militaire qui est en cours au Gabon. Et la France surveille avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation sur place et réaffirme son souhait que le résultat de l'élection, lorsqu'il sera connu, puisse être respecté. On est bien loin là de cette réaction plus ferme et plus autoritaire de Paris. On ne reconnaît pas les putschistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Et nous soutenons l'action diplomatique, et quand elle le décidera, militaire, de la CEDEAO, dans une approche de partenariat, qui est celle que j'ai présentée en février dernier. C'est ferme et clair, mais il me souvient qu'Ali Bongo non plus n'a pas démissionné. C'est vrai qu'il est malade, il n'a plus que 200 soldats français sur son territoire. Le contingent militaire français y a été réduit à sa plus simple expression. Le plus gros des troupes a été repositionné au Niger. Il n'a donc pas le poids stratégique de Mohamed Bazoum. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence and nothing happening. Nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you. Même si tout le monde semble presque en rire, tant le cri de détresse du président déchu Ali Bongo Ondimba, malade, paraît surréaliste, hors sol et incompréhensible, dans le même temps, personne à Paris n'envisage de monter une opération commando ou de lever une armée pour aller libérer ce président élu qui n'a pas démissionné et le remettre dans son fauteuil. Mieux, contrairement à Niamey, l'ambassadeur de France au Gabon, tout sourire, n'a pas attendu le retour à l'ordre constitutionnel pour rendre une visite cordiale au nouvel homme fort. Il faut situer les choses dans leur contexte. D'abord, ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution de palais. Oligui Nguema est le cousin d'Ali Bongo. Et la campagne, c'était 60 ans de Bongo, c'est trop. Les Bongo ont trouvé qu'il fallait mettre Ali Bongo de côté et poursuivre effectivement le système Bongo PDG. Et ils ont mis Oligui Nguema en avant. Derrière Oligui Nguema, nous savons qui est là. Donc c'est toujours le système Bongo qui continue, c'est pas un coup d'État. Qui est là, derrière? Eh bien, derrière Oligui Nguema, il n'y a pas à chercher, c'est Pascaline Bongo qui est là, c'est tout. Le pauvre, il peut toujours courir. Personne n'interviendra pour en finir avec le comptage dans les urnes. Les milliards dépensés dans ce scrutin sont partis en fumée. La démocratie peut attendre. Le peuple, lui, est content. Content de mettre un terme à un système à bout de souffle.
on va s'en accommoder. Notre étonnement est grand lorsqu'on attend certaines institutions internationales condamner l'acte posé par des soldats qui n'ont fait que respecter leur serment sous le drapeau, sauver la patrie au péril de leur vie. En revanche, les putschs qui suscitent la colère lire de la même patrie des droits de l'homme, gardiens du respect des constitutions, c'est ceux du Mali, du Burkina Faso et surtout maintenant du Niger. Et on voudrait dire que la démocratie est une idée qui est bonne pour l'Afrique, qu'on ne fait pas de double standard. C'est inadmissible. On a un homme intègre, démocratiquement élu, courageux parce que pour la première fois dans un tel cadre, il ne démissionne pas au péril de sa vie et de celle de sa famille. Et on nous explique que la bonne politique aujourd'hui, ce serait de le lâcher. Pour le Gabon, c'est admissible. On n'est pas d'accord, on condamne timidement, on ne réclame pas le retour à l'ordre constitutionnel, on ne réclame pas non plus de respecter la vérité des urnes, qui vraisemblablement a été favorable au candidat de l'opposition. C'est là que j'interpelle la communauté internationale et précisément la France, qu'elle ne peut pas se déjuger. Dès lors qu'on reconnaît, on condamne le coup d'État, on doit condamner ce qui ensuite, à savoir effectivement la transition. Il ne faut pas rêver non plus. On condamne timidement par principe. C'est déjà pas mal. On est d'accord pour une transition. C'est fort de cet esprit que le 30 août 2023, telle une météorite dans la nuit noire, les forces de défense et de sécurité de notre pays ont pris leurs responsabilités en refusant le coup d'État électoral qui venait d'être prononcé par le Centre gabonais des élections à la suite d'un processus électoral outrageusement biaisé. La seule manière de combattre efficacement les fake news et les propagandes hostiles est la mise en cohérence entre les paroles et les actes de la politique française en Afrique. Allez donc trouver la cohérence. On doit être clair, cohérent. Cohérent. Sinon, qui nous écoutera? Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant si quand ils subissent là, on ne peut pas être en soutien? Au moins c'est clair, malgré les sourires, les gestes d'affection en public, Ali Bongo Ondimba n'était pas un partenaire à qui il faut apporter son soutien. Et ce n'est pas la CEMAC qui va monter au créneau pour réclamer un retour à l'ordre constitutionnel non plus, ou une quelconque sanction. De là à lever une armée pour descendre sur Libreville, ça ne peut germer dans l'esprit de personne ici. Il faut déjà que les grands chefs de la sous-région bénéficient d'une légitimité constitutionnelle eux-mêmes. Allez donc convaincre les Nigériens contre qui on a pris les sanctions les plus inhumaines, inédites, les privant même des denrées de première nécessité, des médicaments, d'électricité, mobilisant même une armée sous-régionale pour les attaquer, que l'on défend la légalité et le respect de la Constitution. Le problème des Nigériens aujourd'hui sont des putschistes qui les mettent en danger parce qu'ils abandonnent la lutte contre le terrorisme, parce qu'ils abandonnent une politique qui était bonne économiquement pour eux et qui sont en train de perdre tous les financements internationaux qui étaient en train de leur permettre de sortir de la pauvreté. C'est ça la réalité. Soyons sérieux au moins un court instant. Qui croit en l'aide dont on parle? Elle est où lorsque l'on regarde l'état de ces pays? N'est-ce pas risible pour les Nigériens d'apprendre que la communauté internationale, dans sa grande générosité, les aidait à combattre la pauvreté? Vous savez, moi, je fais partie des gens qui ne croient pas à l'aide au développement. C'est plutôt des moyens que le néocolonialisme a inventés pour assujettir des États indépendants. Depuis 60 ans, cette aide est octroyée aux pays africains. Cette aide a permis à quel pays africain de se développer? Donc déjà, la notion de développement contenue dans l'aide est à écarter. Mais si l'aide est une aide à la survie et non à la vie, ça devient une aide qui permet toutes les formes de chantage. Les Nigériens, dans leur ensemble, sont unanimes. Qu'on coupe l'aide ne les rendra pas plus misérables qu'ils ne sont déjà. Mais en coupant l'aide, peut-être qu'ils vont devoir, comme Cuba, comme l'Iran, commencer à réfléchir, et la Corée du Nord, sur la manière de se débrouiller et de s'en sortir tout seul.
À vrai dire, il est important que les discours très savants, très bien à la télé des dirigeants du Nord comme du Sud, s'adaptent à la réalité. Ils ne sont plus audibles, ils ne sont plus crédibles, ils sont hors sol. Quand on voit l'état de pauvreté des populations, lorsque l'on mesure à quel point la jeunesse est désespérée, combien elle manque de perspectives, on doit arrêter de fanfaronner, de donner des leçons, de brandir des concepts qui ne se matérialisent pas dans leur quotidien, dans l'assiette du citoyen lambda. On doit cesser de les irriter avec des discours politiques sans réel impact sur leur vie. De quel recul de la pauvreté parle-t-on dans le cas du Niger, qui est l'une des nations les plus pauvres du globe? De quelle menace parle-t-on qui puisse être supérieure à celle de la famine dans un pays où le PIB par habitant est de moins de $2? On dit non, la population va souffrir, mais la population souffre déjà. Et ce n'est pas l'aide alimentaire, les petites aides qu'on envoie, qui vont changer quoi que ce soit à sa vie. Les Nigériens le savent. Quand on dit aide budgétaire, ça profite d'abord à qui? Ça profite aux fonctionnaires, pas à la population. Quand on dit aide alimentaire, ça permet plutôt d'alimenter des réseaux de trafic de tout genre. La chose est suffisamment grave pour que l'on continue de se mentir, de louvoyer, de jouer les hypocrites. Bazoum est un prétexte. Bazoum, c'est un petit gars dans l'analyse. C'est un prétexte. C'est un prétexte. Cette épidémie de push que tous déplorent a une cause réelle. Pourquoi les pays anciennes colonies françaises sont-elles l'épicentre de cette épidémie? Comment expliquer qu'à chaque fois, les populations qui étaient allergiques à ces pushs militaires en soient devenues des soutiens? Parce qu'ils les soutiennent. J'ai écouté des confrères et des politiques affirmer, urbi et torbi, que ces manifestations n'étaient pas spontanées, qu'elles étaient suscitées par les putschistes. C'est possible. Mais si ces juntes arrivent à mobiliser autant de monde en un temps aussi record, alors soit elles sont particulièrement organisées, en tout cas mieux que les politiques qui ne déplacent plus grand monde, soit elles ont une baguette magique qui hypnotise les populations et les attire irrésistiblement dans la rue. À moins que ce soit les Russes, des milliers de soldats de Wagner qui distribuent dans l'urgence des cadeaux et des drapeaux à ces hommes et femmes pour s'en prendre aux intérêts français. Dans ce cas, il faudrait reconnaître qu'ils sont vraiment doués, des as de la propagande, s'ils arrivent à damer le pion à la France, qui a ces médias qui arrosent de façon discontinue ces pays. J'ai beaucoup ri de cette consoeur qui, dans cette ambiance surréaliste, s'est prise les pieds dans le tapis en nous proposant des tailleurs nigériens qui cousaient à la hâte des drapeaux russes commandés par Wagner. Il s'avère qu'elle n'y était pas du tout, mais alors, pas du tout. Regardez juste cette image, c'est l'agence de presse Reuters sur place qui a pu tourner ce reportage. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont en fait des drapeaux russes qui sont en train d'être fabriqués par... Alors là, c'est français, on dirait. Pour le coup. Alors là, ça va pas du tout. Alors que j'avais un article que j'ai pu lire de Reuters, comme quoi c'était des drapeaux russes qui étaient fabriqués par les tailleurs et les couturiers nigériens. Bon, bah, ça n'a rien à voir. Alors, je n'ai rien dit, on enlève. Pardon, on va revenir sur les fausses informations qui ont circulé hier par les putschistes. Oups. Flagrant délit de bidouillage de reportage. Mais personne ne l'a relevé. Ce qui est en cause, c'est l'existence même de nos États. Il faut peut-être sortir du confort de la seule condamnation des putschs militaires. Ça fait bien de dire « je suis contre les prises de pouvoir par les armes », mais n'est-ce pas ridicule de se cacher ainsi derrière son petit doigt, qui peut raisonnablement être pour les putschs militaires comme système de gouvernance. Ce n'est pas une solution, et chacun sait que ce n'est jamais source de développement. Dire « je suis contre les putschs militaires », c'est un peu comme dire « je suis contre le paludisme » ou « je suis contre la Covid-19 ». Cela va de soi, non? Si vous connaissez une personne qui est pour le développement de ces maladies, je suis curieux de la rencontrer. Ah oui, peut-être certains laboratoires qui se font leur beurre dessus. Très sérieusement, qui peut, dans l'absolu, être pour les coups d'État militaires à répétition? Seulement, les condamner ne les fait pas disparaître. Prendre des sanctions contre les populations déjà victimes n'est pas la solution non plus. C'est de cela qu'il s'agit. J'avoue que j'ai du mal à comprendre comment des dirigeants sains de corps et d'esprit peuvent se réunir dans une salle et décider fièrement de faire la guerre à leurs voisins avec des armées constituées à la hâte sous le prétexte qu'ils veulent rétablir leur homologue renversé par des militaires. Moi, j'ai rigolé l'autre jour quand j'écoutais mon président parler, quand il dit oui, moi je vais envoyer un bataillon. Un bataillon, ce n'est rien.
pour aller faire une guerre. Un bataillon. Peut-être comme il n'a pas fait l'armée, oui. Moi je suis sergent, j'ai fait l'armée. Alors, c'est quoi un bataillon, Monsieur le Président? Un bataillon, c'est 3 compagnies. Un bataillon, c'est 3 compagnies. Mais bon, dans les pays où ils sont plus larges, ils peuvent aller jusqu'à 4 compagnies, mais ce n'est rien. Ce n'est rien. Un bataillon ne peut même pas occuper Bobo Gulasso. Vous comprenez? J'ai du mal à comprendre, quelles qu'en soient les raisons, le choix de monter une armée contre un pays frère parce qu'on y a perpétré un coup d'État. Je sais que lorsque je dis cela, ils sont quelques milliers, les intellectuels bien pensants, propres sur eux, confortablement installés dans leur salon, pleins de certitudes, qui dégainent aussitôt l'argument massu. La réplique générique qui fait du bien, qui donne bonne conscience. On ne peut pas accepter que l'on piétine la démocratie. On ne peut pas accepter que les militaires continuent de renverser des chefs d'État démocratiquement élus lorsqu'ils en éprouvent l'envie. C'est vrai qu'on ne peut pas l'accepter. Seulement pour ces cadres et intellectuels, tous ceux qui s'opposent à l'intervention militaire au Niger sont en faveur de pushs d'armée. Ils sont pour la soldatesque et ennemis de la démocratie. Raccourci un peu facile. Personne de sensé ne peut encourager la prise de pouvoir par les armes. Ce n'est pas la solution à la mauvaise gouvernance qui prévaut dans nos pays et qui en est malheureusement en réalité la fâcheuse conséquence. Nous en sommes à la 222e depuis les indépendances. À chaque fois, on la déplore, la condamne, dans les salons sans que cela mette un terme à la pratique. Bref, on s'émeut lorsqu'elle arrive, dans le feu de l'action, puis on s'en accommode. Seulement, jusque-là, elle n'avait pas suscité chez les dirigeants, dont certains sont d'ailleurs les putschistes eux-mêmes, une telle rage, une telle fermeté. Quand je dis qu'il y a le piston derrière, aujourd'hui, il a remarqué bien. Quels sont ceux qui parlent pour aller faire la guerre? C'est Alassane Ouattara et Talon. Bon, on les connaît, ces deux-là. On les connaît dans l'Afrique ici. Faire la guerre, lever carrément une armée pour aller attaquer le pays et remettre le chef aux affaires. Cela me paraît simplement une marque de mépris à l'endroit du Niger, du peuple nigérien et de l'armée nigérienne. Imaginez un peu que le coup d'État, je ne le souhaite pas, était survenu au Nigeria. Est-ce que la CEDEAO allait montrer tant d'empressement à vouloir monter une opération militaire pour ramener le président déchu du Nigeria au pouvoir? La question se pose. La CEDEAO, pour rester crédible, il faut qu'elle reste en ligne avec les opinions publiques. Le problème de la CEDEAO, c'est que vous avez des chefs d'État au sein de la CEDEAO qui n'ont qu'une peur, c'est qu'il leur arrive ce qui est arrivé au Burkina notamment. Donc ils ont tendance à durcir leur discours, pensant qu'ils vont se protéger. Alors que ça va faire tout l'effet inverse, c'est-à-dire que ça va braquer leurs propres opinions publiques et les autres opinions publiques. Donc la CEDEAO est aussi un moment critique où elle doit choisir, entre guillemets, son camp, mais surtout de rester en ligne avec les opinions publiques. C'est ça la démocratie. C'est vrai que la décision de la CEDEAO d'intervenir militairement suscite pas mal d'interrogations, et pas seulement chez les subsahariens. Ceux qui disent qu'ils vont aller envahir le Niger, beaucoup d'entre eux sont des faiseurs de coups d'État. Quand ta constitution dit que tu as droit à 2 mandats, pas plus, et qu'au 2e mandat, tu tripatouilles la constitution pour te faire un 3e mandat, puis un 4e, puis un 5e, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas un coup d'État ça? C'est un coup d'État. La France avait fait du Niger la base principale, je dirais même unique, de ses opérations militaires au Sahel. L'avenir des 1500 militaires qui y sont déployés est aussi remis en question. La rhétorique anti-française prend de l'ampleur et tous les accords de coopération militaire signés entre la France et le Niger depuis 1977 ont été dénoncés, ce qui revient à exiger leur départ du pays. Qu'on prenne des sanctions économiques contre le pays pour fragiliser la junte, je peux comprendre et presque y adhérer. Mais que l'on constitue carrément une armée multinationale à 3 milliards de dollars par mois de budget pour aller délivrer le président déchu et le remettre aux affaires, excusez-moi,
J'ai du mal à comprendre. Bazoum est entre les mains des militaires. Vous croyez sincèrement que toute attaque sur le Niger ne va pas entraîner immédiatement la condamnation à mort de Bazoum par les militaires? Ils préféraient sans aucun doute laisser aux intervenants un cadavre qu'un homme qui sera adoubé à nouveau dans le fauteuil présidentiel nigérien. Il ne faut pas mentir. On ment quand on laisse croire aux gens qu'on veut aller au Niger pour réinstaller Bazoum dans un fauteuil démocratique. Mais c'est faux. C'est pas pour ça qu'on va. C'est pas pour ça qu'on va. On est pistonné par derrière. Pistonné par derrière pour aller faire un coup pour l'uranium, le gaz, le pétrole, etc. Il ne faut pas mentir. Ces menaces et ces propos bellicistes n'ont pas fait frémir un seul poil des militaires nigériens, encore moins du peuple nigérien. Donc on peut menacer, mais pour un Sahélien, si vous le menacez, si vous dites où, ben, il attendra de voir le où jusqu'où vous allez le porter. Donc ce sont des menaces. Et en politique, c'est aussi une manière de faire pression. Mais tout dépend de celui qui écoute et de la valeur qu'il accorde à ces menaces qu'on lui fait. À supposer que l'objectif, ce dont je doute aussi, soit de libérer Bazoum qui n'a pas démissionné. Comment feront-ils pour le sortir vivant des mains des putschistes qui le tiennent? Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Par quelle opération du Saint-Esprit vont-ils le délivrer des mains d'une armée qui au moindre coup de feu peut en finir avec lui et sa famille, qui elle aussi est malheureusement retenue? À moins que le but ne soit pas de le délivrer en fait. Au fait, Monsieur le Président, pourquoi le coup d'État du Niger fait tant mal que les autres? On a assisté tranquillement aux autres coups d'État et à la mise en place des transitions. Et puis sur le Niger, on veut lever des armées pour aller combattre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait tant mal au Niger? C'est là qu'il faut creuser. C'est là qu'il faut creuser pour voir. Moi, je ne sais pas encore ce qu'il y a. Hein. Moi, je ne sais pas encore ce qu'il y a. Mais ça ne doit pas être très propre, toute cette histoire-là. Ça ne doit pas être très propre, ni très simple. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on a entretenu cette illusion démocratique, notamment par un discours international qui était vraiment d'une lâcheté sans nom, et on continue l'hypocrisie, parce que vous parliez du Tchad dans votre journal. C'est bizarre, on est très silencieux sur le Tchad. Le Tchad, c'est un coup d'État. C'est-à-dire que le fils d'Idriss Déby a dit « je rejette la Constitution, je prends le pouvoir ». C'est exactement la même chose, c'est un putsch militaire. Et on n'hésite pas à le dire et personne ne dit rien, c'est-à-dire que le Tchad n'est pas sous sanction. Enfin, la communauté internationale fait 2 poids 2 mesures, donc on continue à entretenir cette illusion, cette lâcheté, cette hypocrisie, et je crois qu'on rend service à personne, alors sûrement pas à la démocratie et encore moins aux peuples africains. Généralement, les mêmes causes produisent les mêmes effets, donc pour les États qui ont une structure institutionnelle politique qui ressemble à ce qui s'est passé au Burkina et au Mali, ils devraient effectivement faire attention. Il n'y a que des Pinocchio, une mafia qui gère cette CEDEAO et à la tête de laquelle se trouvent bien entendu 2 ou 3 présidents comme, et je cite leur nom, Macky Sall, celui du Sénégal et celui de la Côte d'Ivoire, qui essayent de faire croire ou de faire accroire aux populations qu'il y a nécessité d'aller intervenir au Niger. Mais au nom de quoi? La question qui se pose, c'est au nom de quoi? Qui sont ces gens pour donner des leçons de morale aux autres? Alors, ce que j'ai pu apprendre, Christopher, c'est qu'au début du putsch, le président nigérien déchu, donc Mohamed Bazoum, était dans une résidence très sécurisée, et c'est à partir de là qu'il a appelé Emmanuel Macron pour lui demander de l'aide.
Les putschistes, lui a-t-il dit, sont environ 700, et vous avez dans mon pays 1500 soldats qui pourraient intervenir et m'aider. Ça a été une fin de non-recevoir d'Emmanuel Macron, même si officiellement aujourd'hui, on soutient officiellement encore Mohamed Bazoum, de façon, je dois dire, très hypocrite, parce qu'on se doute bien qu'il ne va pas revenir au pouvoir. Il ne faut pas mentir. On ment quand on laisse croire aux gens qu'on veut aller au Niger pour réinstaller Bazoum dans un fauteuil démocratique. Mais c'est faux. C'est pas pour ça qu'on va. C'est pas pour ça qu'on va. On est pistonné par derrière. On est pistonné par derrière pour aller faire un coup pour l'uranium, le gaz, le pétrole, etc. Il ne faut pas mentir. Oui, il faut mettre un terme au coup d'État. Mais cela ne justifie pas de sacrifier d'autres vies pour cela. Cela ne justifie pas de violer ses propres lois. Il faut bien signaler que n'importe quelle intervention militaire au Niger de la CEDEAO est considérée comme une violation flagrante du droit international. Il y a une négligence totale, silence radio à propos du droit international et du Conseil de sécurité et du chapitre 7 de la charte de l'ONU. Parce que toute intervention militaire dans le monde, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe ou peu importe, doit passer par une résolution au sein du Conseil de sécurité en activant, en appliquant le chapitre 7 de la charte de l'ONU qui permet à une coalition militaire d'intervenir quand la paix mondiale est menacée. Au cas où la paix mondiale est menacée, on peut intervenir. Et les chancelleries occidentales, Paris, Londres, Washington, souvent sont très enthousiastes vis-à-vis du Conseil de sécurité et ses résolutions quand il s'agit de monde arabe, de Tripoli en 2011. Mais aujourd'hui, silence radio, on ne parle pas du Conseil de sécurité, on ne parle pas de l'ONU, on ne parle pas du chapitre 7 de la charte de l'ONU. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça sera s'il y a une intervention, c'est une intervention illégale, illégitime, qui ne respecte pas le droit international. Avec ce choix de l'option militaire, la CEDEAO vient de donner raison à ce monsieur. Aucune organisation, aucune institution, quelles qu'en soient les raisons, ne peut édicter les règles et les violer aussi régulièrement et de façon aussi flagrante que le fait la CEDEAO et surtout l'UEMOA. Il fallait d'abord que la CEDEAO n'emploie pas le mot usage de la force dès le début. C'est une trame. Je rappelle ici, devant vous, que la première organisation qui s'occupe de la paix et de la stabilité du monde, c'est les Nations Unies à travers le Conseil de sécurité, qui opère d'abord sous le chapitre 6, c'est-à-dire le chapitre de la diplomatie, l'envoi des émissaires et des avertissements, envoie des envoyés spéciaux. Quand cela ne marche pas, on monte d'un cran en mettant le pays sous embargo. Si cela ne marche pas, en dernier ressort, on fait appel au chapitre 7. Le chapitre 7, c'est la limite, parce que c'est en ce moment qu'on utilise la force. Mais ici, la CEDEAO a dit, chapitre 7, l'usage de la force n'est pas exclu. Je vous parle, non pas à leur nom cette fois-ci, à mon nom propre. À la CEDEAO, ça ne se faisait pas comme ça. Ça devient de la mauvaise foi lorsque l'on viole aussi régulièrement les textes que l'on a soi-même édictés et qui sont censés régir les relations avec les membres qui sont des États. Cette opération militaire est, dans tous les cas de figure, est incompatible avec les dispositions sur le protocole de non-agression qui existe entre les États membres de la CEDEAO. Et que personne ne s'en préoccupe me surprend également beaucoup par rapport au traité de la CEDEAO. C'est une trahison. Figurez-vous que le texte, le communiqué des chefs d'État de l'UEMOA, qui sanctionnent leur conférence, n'a aucune valeur juridique. Ils peuvent produire un communiqué qui permette à l'État visé, dans le cas d'espèce le Niger, afin que les autorités nigériennes produisent leur réponse, mais pas plus.
Là, on viole sans gêne nos droits communautaires. Pire, la BCEAO, qui est normalement indépendante, ne peut pas d'elle-même appliquer des instructions des chefs d'État. Elle est censée être indépendante de tout pouvoir politique. Donc quand les chefs d'État lui disent « couper le robinet, fermer, bloquer les comptes de tel ou tel État », on est dans l'illégalité complète. La seule réelle prérogative, seule mesure de coercition que possède la BCEAO vis-à-vis des États, c'est de constater des infractions dans la gestion de la monnaie. L'article 4 des statuts de la BCEAO ne lui permet de sanctionner que dans le cadre de la mauvaise gestion de la monnaie. Dans le cas du Niger, ce n'est absolument pas ce qu'on lui reproche. On serait dans la légalité si la Banque centrale, la BCEAO, se réunissait pour constater d'éventuelles infractions dans la gestion de la monnaie. Mais là, ce n'est pas le cas. Il n'a pas été constaté une quelconque infraction dans la gestion de la monnaie. Ni le Mali, ni le Burkina Faso, ni le Niger n'ont violé les règles en matière de la gestion de la monnaie. C'est d'ailleurs ce qui a conduit la Cour de justice de l'UEMOA en avril 2022 à casser la décision des chefs d'État qui sanctionnait le Mali. Vous avez bien entendu, la décision des chefs d'État dans ce cadre-là a été cassée par la justice de l'UEMOA sur la forme, c'est-à-dire sur la manière dont les choses ont été faites. Et pourtant, sans sourciller, sans gêne, ils remettent ça. Le but étant d'asphyxier le Niger, de le pousser à bout, de susciter une insurrection populaire, et cela en toute illégalité. En clair, c'est un peu comme si vous alliez ouvrir un compte dans une banque, puis un matin, la banque décide qu'elle va bloquer vos avoirs parce que vos parents lui ont dit qu'ils sont fâchés avec vous et lui ont demandé de le faire et de confisquer votre argent pour vous affamer, vous, vos enfants et toute la famille. Pourtant, la banque est censée être indépendante et à l'abri de toute interférence politique. C'est cela son ADN. Mais chacun voit que ce n'est pas le cas. Tout aussi grave, elle invente des sanctions qui n'existent pas dans son ordonnancement juridique. L'embargo ne fait pas partie des sanctions prévues. Pire, la CEDEAO qui compte parmi ses membres des pays anglophones et lusophones comme le Ghana, le Nigeria, la Guinée-Bissau, la Gambie, la Sierra Leone, le Libéria et quelques autres n'ont rien à voir avec la BCEAO qui réunit ceux ayant en partage le franc CFA en Afrique de l'Ouest. En gros, on a pris une décision avec des voisins pour punir l'enfant de la maison. Puisque ces pays n'ont pas comme monnaie le CFA en usage au Niger. Encore une incongruité qui va, c'est sûr, désintégrer l'Afrique de l'Ouest, puisque plus personne n'aura envie de mettre ses avoirs dans une banque qui est contrôlée et utilisée comme un instrument politique par quelques-uns, qui auraient envie de vivre dans la peur une union dans laquelle le plus fort peut vous couper les vivres quand ça l'arrange. C'est d'ailleurs pourquoi quelques-uns font remarquer que dans cette situation de sanctions inhumaines, la Guinée s'en sort mieux parce qu'elle a sa propre monnaie et que personne ne peut bloquer ses revenus. Même si l'on a beaucoup ironisé sur sa monnaie, le franc guinéen, il semble présenter aujourd'hui un avantage, la souveraineté. C'est de l'abus de pouvoir ce que font la BCEAO et l'UEMOA avec les avoirs des États sanctionnés. Depuis que des putschs sont arrivés dans la sous-région, on peut constater qu'aucun des pays où il y a eu un putsch n'a amélioré sa situation économique ou sa situation sécuritaire. Donc les coups d'État ne sont pas la solution. C'est évident, mais les autres putschs n'ont pas fait l'objet du même traitement, de la même sévérité. Est-ce réellement la volonté de rétablir la légalité, de sauvegarder la démocratie qui les anime? On a même mandaté, comme le dit ridicule, un putschiste pour aller négocier le retour à l'ordre constitutionnel. Ça fait plus d'une semaine que ce pauvre peuple n'a pas d'électricité dans la plupart des régions. La nourriture commence par manquer. La famine pourrait s'installer dans le pays. Les gens ne peuvent retirer que 10 000 francs par jour et encore, ainsi de suite. Il faut mettre fin aux souffrances des Nigériens. Quand on édicte des règles et qu'on les applique de manière sélective aux différents États membres de cette communauté internationale, forcément, il ne peut en résulter que des problèmes. Mais ce qui me surprend encore un peu plus dans la décision de la CEDEAO, c'est le choix délibéré d'affamer les peuples, de couper les vivres à tout le pays, de le priver de toutes les denrées nécessaires, de l'électricité, même des médicaments. On est vraiment chez les fous. Même lorsqu'un tribunal condamne un coupable, on ne lui coupe pas les vivres, on continue de le nourrir en prison. La CEDEAO est clairement dans le viol de sa charte. Aucun de ces textes ne permet ainsi de lever une armée pour frapper ou envahir un pays membre.
Avec cette propension à couper les vivres à tous les récalcitrants, à ceux qui sortent des clous, la CEDEAO aura en quelque temps détruit tout ce qu'elle a construit depuis sa création. Si cette zone était perçue jusque-là comme mieux intégrée que les autres, notamment celle d'Afrique centrale, que l'on présentait comme le dernier de la classe en la matière, avec cette politique de sanctions et maintenant de menaces militaires, beaucoup se demandent quel est l'intérêt de confier sa souveraineté, sa sécurité à un partenaire qui peut être instrumentalisé par l'autre pour vous déstabiliser. En cas de guerre même rapide, si cela existe, comment et combien de temps faudra-t-il pour réconcilier ces voisins, ces peuples qui vivent ensemble depuis des décades? Comment parviendra-t-on à réconcilier les Haoussa du Niger avec ceux du Nigeria qui sont frères et séparés simplement par des frontières artificielles héritées de la colonisation? Déjà, comment peut-on envisager, ne serait-ce qu'une seconde, de les contraindre à s'affronter? Moi, je ne souhaite pas qu'elle ait lieu, cette guerre. Je ne souhaite pas qu'elle ait lieu. Je pense que ce serait la guerre la plus idiote. Si ça se passe, il serait également capable de pénétrer au Niger. Et c'est une guerre régionale qui s'enclencherait. Et serait pour toute la sous-région ouest-africaine une catastrophe sans nom. Parce qu'en plus des terroristes qui pullulent dans toute la sous-région, parce qu'ils ne sont pas simplement au Sahel, ils sont également au Nigeria. Ils ont commencé à attaquer le nord du Bénin. Ils ont fait quelques incursions au nord du Togo. Ce qui veut dire que dans la réalité, les forces terroristes visent l'ensemble de la sous-région. Donc pendant que les armées nationales se battent entre elles, les terroristes, eux, feront quoi? On leur abandonne le terrain et ils peuvent continuer à faire des massacres en toute impunité. C'est bizarre que la plupart de ces dirigeants aient la mémoire si courte. Tripoli libéré de Seychelles, et on voit en mesure quel travail qui reste à faire pour que les Libyens construisent un avenir libre. On attend toujours cet avenir libre, cette démocratie qui était le prétexte pour envahir la Libye. Les dirigeants africains, qui étaient pourtant presque tous opposés à cette opération, ont-ils oublié les conséquences de cette expédition qui est à la base de l'essentiel du chaos qui règne en Afrique de l'Ouest? Ont-ils déjà oublié les effets de cette déstabilisation qui a offert un des plus grands terrains de jeu aux terroristes de tout poil qui déstabilisent la région? Voilà. Avec ces sanctions inhumaines qui frappent essentiellement les populations les plus démunies, qui a causé de nombreuses pertes dans les hôpitaux nigériens, la CEDEAO vient de détruire le capital confiance qu'elle avait construit. Désormais, plus grand monde ne lui accorde plus de crédit. Elle est de plus en plus perçue comme un outil aux mains des forces étrangères, un pantin. Mais il est indispensable de poursuivre ce chemin avec, là aussi, de nouveaux partenaires. Le Bénin, pour n'en citer qu'un dans la région du Golfe de Guinée, le Kenya, avec lequel aussi nous bâtissons de nouvelles opérations régionales, et en nous appuyant sur des forces régionales permettant d'assurer la sécurité. En chapitrant la junte, le président Macron tend encore des bâtons pour se faire battre. Je veux dire, il ne nous revient pas de labelliser ce qui est légitime, pas légitime en Afrique. Il y a un moment, il va falloir qu'on sorte aussi de cette posture supérieure qui consiste à dire ça c'est bon, ça c'est pas bon pour vous. Parce que du coup derrière, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez les discours des Russes. Et ça va dans le sens de ce que les opinions publiques ont envie d'entendre. Il y en a même qui ont suspendu tous les partis d'opposition dans leur pays. Et puis viennent, on va aller en guerre pour mettre la démocratie au Niger. Et c'est toi. Et c'est toi. La CEDEAO, là, il faut la remplacer. Il faut la remplacer. Il faut la changer. Les gens qui la dirigent en ce moment perdent pied. Et ce sont les gens d'une certaine tendance qui parlent le plus fort. Mais ces chefs d'État de la sous-région n'ont pas jugé bon de refuter la demande de ces puissances, je dis que ce n'est pas la faute de ces puissances, mais c'est bien la faute des Africains qui continuent à jouer encore les serviteurs zélés d'intérêts étrangers sur notre continent. Assurément, la faute n'est pas seulement de celui qui, pour sauvegarder ses intérêts, pousse certains dirigeants africains à partir en guerre. Celui qui est réellement en cause,
C'est le chef d'État qui, bien que conscient de l'ineptie du projet, s'exécute avec zèle. Et c'est cela qui doit être dénoncé avec fermeté. Que Paris, Londres, Bruxelles ou Washington, pour préserver leurs intérêts dans la région, poussent à la roue certains de nos dirigeants à faire la guerre, j'ai presque envie de dire « je comprends ». Ça s'appelle le cynisme politique. Leur motivation est la leur, même si c'est totalement immoral. Ça, c'est une chose. Autre chose plus grave, plus inacceptable, est de mettre ce dessein en œuvre. Celui qui accepte de mettre en pratique leur projet aux dépens de ses propres populations est encore plus condamnable. La situation, même si elle semble délétère, est simple. Bazoum a été renversé. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le premier à être renversé. Bazoum a été renversé. Bon, ok, il est renversé. Mais il faut se mettre en position pour discuter pour qu'il soit libéré. Faut qu'il soit libéré. Mais lui faire croire qu'on va le réinstaller au pouvoir, on lui ment. On lui ment, le coup d'État est consommé. Les États-Unis ont déjà fait savoir que pour eux c'était terminé, Bazoum. Bazoum ne redeviendra pas président du Niger, selon toute probabilité. Les États-Unis, dans la lettre de mission qu'ils ont donnée à leur nouvelle ambassadrice à Niamey, justement, ils disent qu'il faut simplement assurer la libération de Mohamed Bazoum. Ils ne disent pas qu'il faut le réinstaller. Je souhaite que cette force en attente dont ils ont parlé, qu'elle soit mobilisée et que les chefs d'état-major se réunissent pour faire un plan de lutte contre les terroristes. Les jours où on me dit que la CEDEAO s'est réunie et a décidé de lancer une vaste offensive contre les terroristes en Afrique de l'Ouest et que les chefs d'état-major ont pris la décision de faire le plan de bataille contre ceux-là, ici, ils sont venus à Bassam, les terroristes. Au nord, la Côte d'Ivoire, on les voit frémir, on les voit s'exciter un peu de temps en temps. Au Burkina, au Mali, au Niger, etc. On peut y envoyer nos forces en attente pour se battre contre les terroristes. C'est ça que j'attends de la CEDEAO. Et non pas de chercher à aller délivrer Bazoum pour le repasser au pouvoir. C'est le bon sens tout simplement. Puisque maintenant, on sait que la CEDEAO peut lever une armée dans la dynamique du moment, peut-être faudrait-il penser à la mettre au service de ce qui est prioritaire, combattre l'hydre terroriste. Et à la question de l'épidémie des putsch qui frappe notre continent, peut-être devons-nous avoir une approche moins stéréotypée, plus propre à nos réalités. Les diplômés africains doivent peut-être sortir de cette paresse intellectuelle, de ce confort traditionnel ou encore de ce mimétisme qui nous caractérise depuis trop longtemps pour traiter nos sujets, nos réalités de façon plus adaptée, selon notre identité. On doit arrêter de penser comme l'autre pour essayer d'être nous-mêmes. Le mal dont souffre notre société ne peut être traité avec les génériques venus d'ailleurs. On ne peut ainsi continuer de répéter comme des perroquets les arguments avancés par les autres pour les raisons qui leur sont propres et les conceptions qui sont les leurs. Nous les connaissons mieux qu'ils ne nous connaissent, en réalité. Ceci n'est pas un jugement de valeur. Attention, soyons plus smart, plus méthodiques dans la gestion de nos problèmes à nous. Lorsque l'on va chez le médecin, il prend le temps du diagnostic, il prescrit des examens. C'est sur la base des résultats obtenus qu'il prescrit le médicament adapté. Si vous allez chez le médecin qui d'emblée, parce que vous lui avez dit que vous avez tout le temps mal à la tête, par analogie, par habitude, il vous prescrit du Doliprane ou autre paracétamol, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Il calme peut-être la douleur, mais il est fort probable qu'il passe à côté d'un mal plus profond. Ce mal de tête persistant a une origine qu'il n'a pas déterminée. Peut-être qu'il est la manifestation sournoise d'une pathologie plus grave. Il peut même s'agir d'un cancer dont les maux de tête permanents sont simplement les premières manifestations. Méfions-nous des solutions génériques importées de toutes pièces. Essayons de trouver des solutions qui sont toujours inhérentes à notre histoire, notre environnement et nos réalités. Devant l'épidémie de putsch militaires qui frappe nos pays d'Afrique francophone, on doit certes s'indigner parce qu'ils faussent les règles du jeu établies, mais dans le même temps, nous devons nous dépêcher d'en identifier les causes profondes. Qu'est-ce qui amène ces officiers à quitter les casernes pour chasser les chefs et s'installer au palais? Pourquoi bénéficient-ils d'un tel soutien populaire?
puisque nous sommes habitués à répéter de façon mécanique ce que nous proposent les médias du Nord pour montrer que nous sommes bien formés au modèle occidental, nous nous érigeons en ayatollah de la démocratie. Cette posture ne nous fait pas avancer. Elle ne résout pas pour autant la question. Les sanctions proposées, de bonne ou de mauvaise foi, par l'autre non plus. Penchons-nous sur la racine du mal. Arrêtons de regarder ces officiers qui prennent les armes avec le seul prisme occidental qui n'a pas évolué depuis des décades et qui, installé dans l'imaginaire collectif, se profite de bidasses incultes, analphabètes, barbares, violents et assoiffés de pouvoir. À l'image de ceux qu'ils ont installés aux affaires au lendemain des indépendances, les Idi Amin Dada et autres Bokassa. Nous adoptons le même jugement, ignorant ou faisant mine d'oublier que ceux qui ont arraché le pouvoir par les armes ces dernières années, hormis le fils d'Ibi, sont nantis des diplômes des grandes écoles militaires internationales pour la plupart. Certains, comme au Mali, sont même diplômés de droit, ont des doctorats de psychologie. Ce ne sont plus des bidasses sortis des cales des navires de guerre d'Indochine ou recrutés de force dans l'armée pour aller combattre pendant la Seconde Guerre mondiale, mais de grands diplômés d'écoles de guerre, totalement débarrassés de complexes d'infériorité, avec une plus grande conscience politique et une meilleure expérience du terrain. Ces paramètres doivent être pris en compte dans notre jugement pour mieux cerner cette épidémie de putsch qui touche le continent. Desmond Tutu disait, je cite, « Si vous êtes neutre devant une situation d'injustice, c'est que vous avez choisi d'être du côté de l'oppresseur. » Les questions que mes générations se posent sont les suivantes. Si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? That everyone has to conform to what the West tells us to do. I'm not one of those people. The Western world is a world on its own. It has many good things that they do. It has many bad things they do. There's no democratically elected leader in a generally accepted democracy that has been in office as long as you. Democracy is not defined by the West. No. If it does, then what happens of the contradictions that happen in the West? Et de vous à moi, lorsque l'on regarde de près tous ces putschs, lorsqu'on en analyse les raisons et les commanditaires, est-ce vraiment les militaires qui en sont les auteurs? Est-ce vraiment les militaires qui ont orchestré le putsch de Niamey? Rien n'est moins sûr. Quitter le pouvoir sans le quitter, ça peut créer des problèmes plus graves qu'on le voit. Ceux qui ont fait ce coup, la garde présidentielle, cette garde présidentielle était justement la garde présidentielle du président. Celui qui est venu après, le président il est du même parti que le président Youssouf. Ils partagent le même parti. C'est une continuation. Mais le partant prend des garde-fous. Dès lors que tu prends des garde-fous, tu dis à ton successeur, tu gardes ceci, tu gardes cela. Ça a été le cas du premier ministre de Bazoum. Ça a été le cas du ministre disons, de la garde présidentielle. Tout cela est une réalité. Il y a eu des anicroches entre la garde présidentielle et le président Bazoum. Une fois, deux fois, trois fois, il voulait s'en débarrasser, ça n'a pas marché, parce qu'il y avait comme une sorte d'épée de Damoclès, et ceux qui allaient s'en dire, c'était à qui tirerait le premier. Il suffit à chaque fois de regarder avec vos propres yeux la réalité de ces coups d'État, et vous verrez presque toujours des hommes politiques à la manœuvre. Doit-on encore laisser les autres écrire ce bout d'histoire? Ce serait le comble avec l'impressionnant vivier des diplômés que compte notre continent. Le moment est venu pour nous d'être nos propres historiens. C'est chaque peuple qui construit son histoire. C'est chaque peuple qui construit son histoire. Les Français ont construit leur histoire. Aujourd'hui, ils en récoltent les dividendes. Ceux qui sont là, leurs parents
on construit pour eux leur histoire. Les Américains ont connu plusieurs guerres, mais on n'en retient que deux principales. La guerre de libération contre les Anglais et puis la guerre de sécession. Mais ils ont dépassé ces deux guerres. Ils les ont faites. Ils ont eu des morts. Aujourd'hui, ils vivent sur les acquis. Sur les acquis. Les victoires de ces deux guerres. Ils sont indépendants et ils sont une fédération du nord au sud. Point. Mais nous en Afrique, on ne veut pas se mouiller le maillot. On ne veut pas se mouiller le maillot. On commence à lutter un peu. Et puis, allez, appelez tel, il va venir nous aider. Appelez un tel, il va venir nous aider. C'est pas comme ça quand on construit l'histoire d'un pays. Mouiller le maillot. Et nous sommes en train de mouiller le maillot. C'est cela la raison d'être de ce groupe Mansa que nous avons initié avec quelques amis, quelques intellectuels, cadres et jeunes Africains amoureux de leur continent et désireux d'apporter des solutions endogènes, de faire des propositions concrètes aux différentes questions auxquelles l'Afrique, dans sa globalité, est confrontée. Des jeunes et des moins jeunes qui, au-delà de la critique nécessaire du système actuel, souhaitent aller plus loin en proposant un projet. Le rejet, c'est important, mais le projet est l'étape suivante. Le travail de Mansa, qui touche tous les domaines, la gouvernance, les institutions, l'économie, la finance, les ressources naturelles, l'agriculture, l'éducation, les sciences et technologies, les valeurs, les traditions, dure depuis plusieurs mois. Le groupe Mansa commencera dans les prochaines semaines à vous les proposer, à les soumettre à votre analyse, à votre critique, à vos réflexions, afin qu'ensemble, on construise un projet qui nous ressemble, qui tienne compte de notre identité, de notre spécificité, de nos ambitions. Nous avons besoin de définir nous-mêmes notre destination. Ensemble, inventons notre avenir, traçons notre voie, fixons le cap. Je voudrais vous remercier pour votre fidélité à ma chaîne YouTube qui compte de plus en plus d'abonnés. Dieu merci. Mais également pour mes autres plateformes digitales où vous êtes de plus en plus nombreux malgré les faux comptes qui continuent de se multiplier. Cette fois-ci, plus de réelles raisons de vous laisser avoir puisque, comme vous l'avez certainement remarqué, le long de cette chronique, nous vous proposons un QR code à scanner pour être sûr d'être sur notre plateforme, la vraie. Elle vous évite, du moins pour l'instant, de continuer de subir les assauts de cybercriminels qui usurpent mon identité à d'autres fins. Je vous prie donc de scanner ce QR code si vous ne l'avez pas encore fait. Il vous conduit directement à tous mes comptes, LinkedIn, Facebook, TikTok, Instagram et Twitter. En le scannant, vous êtes cette fois-ci certain d'être sur les bons comptes. Celui qui vous propose le narratif africain sans complaisance, mais sans condescendance.